fortune de plusieurs milliards d'euros s'évapora en quelques secondes. Une conspiration implacable se referma sur lui de toutes parts. Mais le salut viendrait de l'endroit le plus inattendu. Une petite fille affamée, serrant contre elle un ours en peluche usé, qui voyait ce que personne d'autre ne pouvait voir. L'écran du téléphone se brisa contre le sol de marbre du bureau, perché au dernier étage. Alexandre Delcourt, 42 ans, resta figé devant les immenses baies vitrées, dominant la défense, les mains tremblantes, le regard fixé sur son ordinateur portable. Les chiffres avaient disparu. Tous, 6,3 milliards d'euros, envolés de ses comptes d'investissement en moins de 3 minutes. « Monsieur, le conseil d'administration appelle encore », murmura Marguerite, son assistante, depuis l'embrasure de la porte, la voix à peine audible au milieu du tumulte qui secouait le siège du groupe Delcourt Capital. Alexandre ne se retourna pas. Il ne pouvait pas. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme qu'il ne reconnaissait plus, pâle, trempé de sueur, brisé. Cela faisait exactement 1 semaine que son divorce avec Véronique Cheng avait été prononcé. 1 semaine depuis qu'elle avait quitté le tribunal avec ce sourire froid, lui promettant qu'il regretterait de l'avoir trahi. À l'époque, il avait ri, entouré de ses avocats et de ses conseillers. Véronique était une brillante avocate, certes, mais elle ne pouvait pas toucher à sa fortune. Tout était protégé, verrouillé derrière des structures juridiques complexes et des comptes offshore à Genève. Il avait eu tellement tort. Les transactions viennent des comptes aux îles Caïmans, s'écria son directeur financier, Daniel, en entrant, une tablette à la main, le visage livide. Mais il y a pire, Alexandre. Quelqu'un accède à vos serveurs privés depuis des mois. Ils ont tout, courriel, contrat, les plans de fusion avec Stellar Tech Europe. Tout circule déjà sur les réseaux financiers. Nos actions s'effondrent. L'esprit d'Alexandre se mit à tourner à toute vitesse. Véronique avait eu accès à ses comptes pendant leur mariage. C'était même elle qui l'avait aidé à les créer, à l'époque où il lui faisait une confiance absolue. Mais les mots de passe avaient été changés, la sécurité renforcée après la séparation. Comment aurait-elle pu? Son téléphone personnel vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Tu profites encore de la vue d'en haut? D'ici minuit, tu n'auras plus rien, ni ton entreprise, ni ta réputation, ni ta liberté. » Signé V. La pièce se mit à tourner. Alexandre s'agrippa au bord de son bureau, les jointures blanchies. Ce n'était plus une question d'argent. Véronique avait orchestré quelque chose de bien plus dévastateur. Elle avait fabriqué des preuves, manipulé des dossiers, préparé sa chute complète. « Monsieur, il y a autre chose », dit Marguerite, la voix brisée. L'AMF vient d'ouvrir une enquête d'urgence sur le groupe Delcourt. Il vous accuse de délit d'initié, de fraude, de blanchiment. Et la brigade financière est déjà en bas. Ils ont des mandats. La poitrine d'Alexandre se serra. Sa vue se brouilla. Ce n'était pas possible. 20 années passées à bâtir son empire, à grimper depuis un quartier modeste de Lyon jusqu'au sommet de la finance française. Et tout s'écroulait, en direct. « Appelez Jean-Michel Werner », ordonna-t-il, en parlant de son conseiller juridique le plus fidèle. « Il ne répond pas, monsieur. Aucun membre de votre équipe ne répond. Ils ont tous démissionné ce matin. » La trahison fut plus douloureuse que la perte financière. Véronique n'avait pas seulement volé son argent, elle avait méthodiquement détruit tout son réseau de soutien, retourné ses alliés, l'avait isolé complètement. Et le pire, il ignorait jusqu'où allait cette conspiration, ni qui en faisait partie. « Monsieur, les agents montent », prévint Marguerite, reculant vers la porte. « Ils demandent à vous voir en personne. » Alexandre regarda son reflet une dernière fois. 42 ans. Milliardaire autodidacte. Titan de l'industrie française.
En moins d'une heure, il allait devenir un exemple à ne pas suivre, un nouveau magnate déchu par son arrogance et une ex-femme vindicative qui avait joué sur le long terme mieux qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Mais lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au bout du couloir et que les pas lourds résonnèrent en direction de son bureau, Alexandre Delcourt prit une décision. Il ne tomberait pas sans se battre. Quelque part, dans ce cauchemar, il devait bien exister un fil à tirer. Une erreur que Véronique aurait commise. Une manière de prouver son innocence et de reprendre tout ce qu'elle lui avait volé. Il devait simplement la trouver, avant minuit. Son père, Thomas Morel, 35 ans, devait la rejoindre ici 3 heures plus tôt. Il avait promis que cette fois serait différente, qu'il avait trouvé un emploi dans un entrepôt à Aubervilliers et qu'ils allaient enfin avoir un vrai endroit où vivre. Mais Emma avait appris à ne plus croire aux promesses. Elle regardait les voitures de luxe éclabousser les flaques, leurs passagers bien au chaud, probablement en route pour dîner chez eux. Parfois, elle imaginait ce que cela devait faire d'avoir un foyer, un lit, de la nourriture quand on en voulait. Avant que sa mère ne tombe malade, 2 ans plus tôt, ils avaient allé tout cela. Un petit appartement à Montreuil, rien de luxueux, mais c'était chez eux. Puis était venu le cancer, les factures médicales, les tentatives désespérées de son père pour sauver sa mère, les prêts contractés auprès de gens dangereux, la mort de sa mère il y a 6 mois, et enfin l'effondrement total, l'expulsion, la dépression, l'alcool, les foyers qui les refusaient, et la rue comme seul refuge. « Hé, la gamine, tu ne peux pas rester là !» cria un agent de sécurité de l'autre côté de la rue, en la désignant du doigt. « Allez, circule !» Emma rassembla ses maigres possessions. L'ours en peluche, un sac plastique contenant des vêtements de rechange, une photo de sa mère. Puis elle se remit à marcher. La pluie traversa sa veste fine en quelques secondes. Elle connaissait les rythmes de la ville, où se reposer quelques heures sans être chassée. Quelles stations de métro avaient les coins les plus chauds? Quelles arrière-cours de restaurants offraient les meilleures chances de trouver un peu de nourriture jetée? Tandis qu'elle avançait sur le trottoir détrempé, quelque chose attira son attention. Une berline noire venait de s'arrêter brusquement au bord du trottoir, et un homme en sortit en titubant, grand, vêtu d'un costume hors de prix, maintenant froissé et trempé. Son visage était un masque de panique et de désespoir. Même de loin, Emma vit qu'il pleurait. Alexandre Delcourt s'appuya contre la voiture, haletant. Les agents de la brigade financière lui avaient repris son téléphone, son ordinateur, tout. Mais dans le chaos de la perquisition, il avait réussi à s'enfuir par l'ascenseur de service. Son chauffeur l'attendait, un des rares qui ne l'avait pas encore abandonné. « Monsieur, où voulez-vous aller ?» demanda le chauffeur nerveux. « Votre appartement de Neuilly est sûrement sous surveillance. Votre maison en Provence aussi. » Alexandre n'avait nulle part où aller. Ses avoirs étaient gelés, ses cartes bloquées, même ses amis les plus proches ne répondaient plus. Véronique avait été méthodique, d'une précision implacable. « Roulez simplement », murmura-t-il en remontant dans la voiture. Alors qu'il s'éloignait, son regard croisa celui d'une petite fille, debout sous la pluie, trempée jusqu'aux os, serrant un ours en peluche en lambeaux. Pendant une fraction de seconde, leurs yeux se croisèrent, et Alexandre vit dans son expression quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Pas de pitié, pas de jugement, mais une compréhension silencieuse, comme si elle savait ce que cela faisait de voir son monde s'effondrer. Puis la voiture tourna au coin de la rue et elle disparut. Alexandre passa les 2 heures suivantes à l'arrière de la berline, roulant sans but dans Paris, tandis que son chauffeur, Marc, gardait un silence bienveillant. La radio diffusait sans répit les nouvelles de sa chute spectaculaire. Chaque station ouvrait avec la même histoire. Le milliardaire Alexandre Delcourt,
autrefois considéré comme l'un des prodiges de la finance française, fait désormais l'objet d'une enquête pour fraude massive et délit d'initié. Les preuves accumulées seraient accablantes. Partout, Véronique Cheng apparaissait, livrant des déclarations parfaitement calibrées aux médias. Je suis profondément attristé par les crimes présumés d'Alexandre. Durant notre mariage, je n'ai jamais eu connaissance d'aucune activité illégale. Je coopère pleinement avec les autorités. Son jeu d'actrice était parfait. L'épouse trahie, bouleversée, déterminée à aider la justice. Alexandre avait envie de hurler. Chaque mot était un mensonge calculé. Elle savait tout, parce que c'était elle qui avait tout orchestré. Mais sans preuve, sans accès à ses dossiers, sans équipe juridique, il était impuissant. « Monsieur, le réservoir est presque vide », dit Marc doucement. Et, je déteste le dire, mais je n'ai pas été payé depuis 3 jours. Les comptes de la société sont bloqués. Le portefeuille d'Alexandre était vide, à part 60 € en liquide, tout ce qui lui restait, concrètement, de sa fortune colossale. Il tendit 40 € au chauffeur. « Fais le plein. Garde le reste pour toi. Désolé, je ne peux pas faire plus. » « Et où allons-nous, monsieur ?» C'était bien là toute la question. Alexandre regarda les lumières de la ville défiler. Il devait réfléchir, planifier, trouver une faille que Véronique n'avait pas prévue. Mais son esprit n'était plus qu'un brouillard de panique et d'épuisement. « Arrête-toi au prochain café », dit-il enfin. « Un peu de caféine m'aidera peut-être à réfléchir. » Marc gara la voiture devant un petit bistrot de Chinatown, dans le 13e arrondissement. Alexandre descendit dans la fraîcheur du soir, son costume trempé, attirant les regards curieux des ouvriers et des passants du quartier populaire. Il poussa la porte du bistrot et se sentit immédiatement déplacé parmi les ouvriers fatigués, venus prendre un dernier repas. Il commanda un café noir et s'installa dans un coin, étalant sur la table les quelques documents qu'il avait réussi à emporter de son bureau. Relevés de transactions du matin, extraits bancaires montrant le moment précis où ces milliards s'étaient volatilisés. Il examina les heures, les numéros de compte, cherchant le moindre indice sur la manière dont Véronique avait pu orchestrer tout cela. L'écran du téléviseur, accroché au mur du café, diffusait une chaîne d'informations économiques. Alexandre regarda son propre visage apparaître à l'écran. Son portrait officiel d'entreprise, remplacé par un croquis d'audience peu flatteur, légendé fraudeur présumé. Un expert expliquait comment sa chute allait provoquer une onde de choc dans tout le secteur des investissements technologiques. Dure journée, hein? Alexandre leva les yeux. Un vieil homme d'environ 70 ans se tenait à côté de sa table. Ses vêtements étaient usés, mais propres, ses yeux bienveillants, mais lucides. « On peut dire ça », murmura Alexandre en se replongeant dans ses papiers. « Je regardais les infos », continua l'homme. « C'est bien vous, non? Le milliardaire ?» La mâchoire d'Alexandre se crispa. « Ancien milliardaire. Et je n'ai rien fait de ce qu'il raconte. On m'a piégé. » L'homme s'assit en face de lui, sans y être invité. « Moi, c'est Georges. J'habite le quartier depuis 40 ans. J'en ai vu des gens au fond du trou. Et vous avez ce regard-là, celui de quelqu'un qui se demande encore si ça vaut la peine de se battre. J'apprécie votre sollicitude, mais vous pensez être seul, que personne ne peut comprendre ce que vous vivez, » coupa doucement Georges. « Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Fiston, le fond du gouffre, ce n'est pas la fin. C'est juste l'endroit où on arrête enfin de se mentir à soi-même et où on commence à voir clair. » Alexandre voulut protester, expliquer que cet homme ne pouvait pas comprendre la complexité de sa situation. Mais quelque chose dans le visage marqué de Georges l'en empêcha. Cet homme avait traversé ses propres enfers et en était revenu vivant. « Qu'est-ce que vous avez perdu ?» demanda Alexandre à voix basse. « Tout. Ma femme, ma fille, mon entreprise,
ma maison, il y a 23 ans. J'ai passé 5 ans dans la rue. J'ai songé à en finir plus de fois que je ne veux m'en souvenir. Georges fit une pause, but une gorgée de café puis reprit. Mais j'ai appris une chose. Quand on n'a plus rien à perdre, c'est là qu'on découvre enfin qui on est vraiment. Et parfois, l'aide vient des endroits les plus inattendus. Je n'ai pas le temps pour la philosophie, dit Alexandre, la voix tendue. J'ai jusqu'à minuit pour trouver une issue, sinon je perds tout, définitivement. Mon ex-femme a réussi à geler 6,3 milliards d'euros et à me faire accuser de crimes que je n'ai pas commis. Elle a déposé de fausses preuves partout, sûrement soudoyé des témoins. Et je n'ai même plus accès à mes propres dossiers pour me défendre. Georges le fixa longuement. 6,3 milliards, répéta-t-il. C'est beaucoup d'argent à déplacer sans laisser de traces. Même les meilleurs criminels font des erreurs. Pas elle. Véronique prépare ça depuis des années. Probablement depuis le jour de notre mariage. C'est une avocate. Elle connaît toutes les failles, toutes les vulnérabilités du système. Alors vous devez penser comme quelqu'un qu'elle ne soupçonnerait jamais. Quelqu'un qui voit le monde d'une manière totalement différente de vous deux. Georges se leva, laissa quelques pièces sur la table. Bonne chance, fiston. J'espère que vous trouverez votre chemin à travers tout ça. Quand le vieil homme sortit, Alexandre resta seul face à ses papiers, les mots de Georges résonnant encore dans son esprit. Penser comme quelqu'un que Véronique ne soupçonnerait jamais, mais qui, tous ses atouts habituels, argent, relations, expertise juridique, ne valaient plus rien. Son téléphone vibra. Un nouveau message de Véronique. 8 heures restantes. J'espère que tu profites bien de ta dernière soirée de liberté. Les mains d'Alexandre tremblèrent de rage et d'impuissance. Quelque part, dehors, se trouvait la clé pour démêler son piège. Il devait la trouver. Emma, quant à elle, retrouva son père à 3 heures du matin, effondré dans une ruelle derrière une épicerie du 19e arrondissement. La bouteille à ses côtés était vide, son visage tuméfié. De nouvelles blessures, probablement une bagarre avec d'autres sans-abri pour un coin ou une insulte. Elle avait déjà vu cette scène trop souvent. « Papa », chuchota-t-elle en secouant doucement son épaule. « Papa, réveille-toi. » Les yeux de Thomas Morel s'ouvrirent lentement, rouges et perdus. Lorsqu'il reconnut sa fille, la honte envahit ses traits. « Emma, ma chérie, je suis désolé, tellement désolé. J'avais eu le boulot, je te jure. Mais ils ont demandé des références, une adresse fixe, et je n'ai pas pu. »« Ce n'est pas grave, papa, » murmura-t-elle. Mais ce n'était pas vrai, et ils le savaient tous les deux. Emma l'aida à se redresser, remarquant à quel point il avait maigri. Son père avait autrefois été fort, fier, un ouvrier du bâtiment qui subvenait à leurs besoins. Maintenant, il n'était plus qu'une coquille vide, brisée par le chagrin et des circonstances qu'il ne maîtrisait plus. « Tu dois manger quelque chose », dit-elle en sortant un sandwich un peu écrasé qu'elle avait trouvé plus tôt devant une boulangerie. C'était censé être son petit déjeuner, mais son père en avait bien plus besoin qu'elle. Thomas prit le sandwich avec des mains tremblantes, les larmes coulant sur ses joues. « Tu ne devrais pas avoir à t'occuper de moi, » murmura-t-il. « C'est à moi de prendre soin de toi. » « Quel genre de père suis-je devenu ?» Emma ne répondit pas. Elle serra son ours en peluche contre elle et posa sa tête sur l'épaule de son père, essayant de partager la maigre chaleur qui leur restait. La nuit était glaciale et sa poitrine se serrait. L'asthme qui la poursuivait depuis l'enfance revenait la hanter. Son inhalateur était vide depuis des semaines et un nouveau coûtait de l'argent qu'il n'avait pas. « Demain, tout ira mieux », promit Thomas, la même promesse vide qu'il répétait depuis des mois. « Je vais nous sortir de là, ma puce. Je vais tout arranger.
Mais Emma ne croyait plus au lendemain. Elle avait appris à vivre dans l'instant, à se contenter de petites victoires, un endroit sec où dormir, un repas, quelques heures sans avoir froid. Espérer davantage ne menait qu'à la déception. Alors que son père retombait dans un sommeil agité, l'esprit d'Emma dériva vers l'homme qu'elle avait aperçu plus tôt, celui en costume, l'air perdu et désespéré. Elle se demanda ce qui avait pu lui arriver. Quel genre de problème pouvait bien tourmenter quelqu'un d'aussi riche? En 7 ans de vie, Emma avait développé un talent inattendu, l'observation. Quand on vivait dans la rue, survivre signifiait tout remarquer. Qui était dangereux? Quels commerçants pouvaient se montrer gentils? Quel recoin était sûr selon l'heure? Quel motif dans le chaos urbain pouvait offrir une chance? Elle avait aussi appris à lire les gens. Avant que le cancer n'emporte son corps et son esprit, sa mère avait été comptable. Elle lui avait appris les chiffres et les schémas. Comment repérer quand quelque chose ne collait pas. « Tu as un don, mon trésor », lui avait dit sa mère lors d'un de ses derniers moments de lucidité. « Tu vois des liens que les autres ne voient bien pas. Ne perds jamais ça, quoi qu'il arrive. » À l'époque, Emma n'avait pas compris, mais depuis qu'elle vivait dans la rue, elle avait saisi le sens de ces mots. Elle pouvait observer une situation et comprendre instinctivement les rouages, percevoir des solutions évidentes pour elle, invisibles pour les autres. Comme cette supérette de la rue de Belleville qui jetait chaque mardi à 18h pile des produits encore bons à cause des règles d'entreprise, mais dont le responsable oubliait par hasard de verrouiller la benne pendant 1 heure. Ou encore, le schéma des patrouilles de police qui créait une fenêtre de 15 minutes où elle et son père pouvaient dormir sans crainte dans la station de métro de la place d'Italie. Elle voyait le monde comme un puzzle et elle était devenue experte à en assembler les morceaux. À l'aube, alors que la lumière rosissait les toits de Paris, Emma se dégagea doucement du bras de son père et se leva. Elle devait trouver de quoi manger et le matin était souvent le meilleur moment. Les boulangeries jetèrent le pain de la veille, et les gens bienveillants, en route vers le travail, donnaient parfois quelques pièces. Elle marcha à travers les rues qui s'éveillaient, son ours en peluche serré contre elle, les yeux vifs observant tout, les commerçants installant leurs étals, les employés pressés de prendre le métro, le rythme de la ville qui reprenait vie. Et quelque part dans cette vaste métropole, un milliardaire désespéré manquait de temps, sans savoir que la solution à son problème impossible se trouvait entre les bras d'une fillette affamée de 7 ans, au regard perçant et à l'esprit capable de déchiffrer les motifs cachés du monde. Alexandre, lui, n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit entière dans sa voiture, garée dans une zone industrielle de Saint-Denis, à éplucher ses documents, à prendre des notes, à tenter de remonter la piste du plan de Véronique. Le soleil se levait, peignant le ciel de teintes orangées et roses, mais il n'était pas plus avancé. Marc était resté à ses côtés toute la nuit, fidèle malgré toutes les raisons qu'il avait de partir. À l'aube, le chauffeur toussa doucement. « Monsieur, je suis désolé, mais je dois rentrer. Ma femme est inquiète, et avec tout ce qui se passe, je ne peux pas me permettre de perdre mon autre emploi. » Marc travaillait 2 métiers pour faire vivre sa famille. La conduite n'était qu'un revenu d'appoint. « Je comprends », répondit Alexandre en lui serrant la main. « Merci d'être resté aussi longtemps. Vous n'y étiez pas obligé. Bonne chance, monsieur Delcourt. J'espère que vous prouverez qu'ils ont tort. » Lorsque Marc s'éloigna en voiture, Alexandre resta seul sur la rue déserte, son costume froissé et taché, son visage non rasé, les yeux creusés par la fatigue. Il consulta sa montre, 7h30. Moins de 5 heures avant l'échéance de minuit fixée par Véronique, même s'il ne savait toujours pas ce qu'elle comptait faire à ce moment-là. Que pouvait-elle encore lui prendre qu'elle n'avait pas déjà volé? Son téléphone prépayé, acheté avec ses derniers 20 € dans une supérette, vibra soudain. Une alerte d'actualité.
Le conseil d'administration de son entreprise avait tenu une réunion d'urgence pendant la nuit et voté, à l'unanimité, sa destitution en tant que PDG. Delcourt Capital allait être rebaptisé. Toute son œuvre, tout ce qu'il avait construit, était effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Alexandre se mit à marcher, sans but précis, simplement parce que rester immobile lui donnait l'impression d'abandonner. Il se retrouva dans le quartier chinois de Paris, déjà animé dès les premières heures du matin. L'odeur des raviolis vapeur et des nouilles fraîches fit grogner son estomac. Il n'avait rien mangé depuis la veille. Il entra dans un petit restaurant et commanda le plat le moins cher de la carte avec les quelques pièces qu'il avait récupérées dans la voiture. En attendant sa commande, il surprit une conversation à la table voisine. 2 hommes parlaient rapidement en mandarin. Alexandre comprenait la langue qu'il avait apprise au fil de ses années de partenariats commerciaux en Asie, même s'il n'en parlait presque jamais. Ce qu'il entendit lui glaça le sang. « L'opération Delcourt est terminée », dit l'un d'eux. Véronique Cheng a tenu parole. Le réseau est très satisfait. « Et Delcourt lui-même ?» demanda l'autre. « D'ici ce soir, il sera inculpé de nouvelles charges. Nous avons placé des preuves dans sa maison du Sud. Il passera le reste de sa vie en prison. Véronique recevra son paiement et nous prendrons le contrôle de ses contrats asiatiques. » Le cerveau d'Alexandre s'emballa. Véronique Cheng. Elle avait repris son nom de jeune fille après le divorce, renouant avec ses origines chinoises. Mais cette conversation révélait quelque chose de bien plus grave qu'une vengeance personnelle. C'était une opération criminelle organisée, une machination de grande ampleur ayant utilisé son mariage et sa rupture comme couverture pour une prise de contrôle industriel. Les 2 hommes se levèrent pour partir. Alexandre baissa instinctivement la tête pour éviter d'être reconnu. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, il resta immobile, sidéré, les yeux fixés sur ses nouilles désormais froides. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Véronique travaillait avec des gens dangereux, et s'il ne prouvait pas la conspiration, il serait réduit au silence, définitivement. Mais comment affronter un réseau criminel disposant de ressources et de connexions qu'il ne pouvait même pas imaginer? Il n'avait plus d'argent, plus d'alliés, plus aucun accès aux preuves. Les agents fédéraux chargés de l'enquête étaient sans doute trompés par les fausses preuves de Véronique, ou pire encore, achetés par ses partenaires. Alexandre régla son repas et ressortit dans le chaos matinal de Chinatown. Il marcha sans direction précise, l'esprit bourdonnant, cherchant un angle d'attaque, une idée, une faille. C'est alors qu'il la vit à nouveau, la petite fille de la veille, celle avec l'ours en peluche. Elle se tenait devant une banque, observant quelque chose avec intensité. Ses vêtements, sous la lumière du jour, paraissaient encore plus déchirés. Son visage était pâle et émacié, mais ses yeux brillaient d'une vivacité surprenante. Elle fixait le panneau électronique de la banque, qui affichait les cours boursiers et les actualités financières. Plus précisément, elle regardait les nouvelles sur la chute de Delcourt Capital, le front plissé, concentré comme si elle essayait de résoudre une énigme complexe. Alexandre faillit passer son chemin. Que pouvait bien avoir une enfant sans abri avec sa catastrophe? Pourtant, quelque chose dans son regard le stoppa. Il suivit ses yeux jusqu'au tableau lumineux, cherchant à comprendre ce qu'elle voyait. Le bandeau déroulant indiquait « L'action Delcourt Capital, chute de 78% après des accusations de fraude. Enquête fédérale révèle des comptes en Suisse. L'ex-épouse coopère avec les autorités. » Soudain, la fillette parla, d'une voix douce mais assurée. « Les chiffres ne correspondent pas. » Alexandre cligna des yeux. « Pardon ?» Elle leva la tête, et une lueur de reconnaissance passa dans son regard. Elle se souvenait de lui. « Les chiffres dans les infos, reprit-elle.
Ils ne suivent pas le bon schéma. Quelqu'un ment. Alexandre la fixa, se demandant s'il ne rêvait pas, épuisé comme il l'était. « Qu'est-ce que tu veux dire par « ils ne correspondent pas » Emma pointa du doigt le tableau avec la patte de son ours en peluche. « Ils disent que tu as transféré 6,3 milliards d'euros sur des comptes suisses. Mais les banques suisses exigent 3 jours de vérification pour tout transfert supérieur à 1 milliard. C'est la règle. Or, ça ne fait qu'1 jour que tes comptes ont été gelés. Donc, soit l'argent n'est pas en Suisse, soit toute la chronologie est fausse. » L'esprit d'Alexandre tenta d'absorber ce qu'il venait d'entendre. Comment une fillette de 7 ans pouvait-elle connaître les règlements bancaires suisses? Et surtout, pourquoi n'avait-il pas remarqué cette incohérence lui-même? « Comment tu sais ça ?» demanda-t-il en se mettant à sa hauteur. « Ma maman m'a appris les chiffres avant de mourir. Elle était comptable. Elle me laissait l'aider avec les comptes de ses clients. Elle disait que j'avais un don pour repérer les motifs. » La voix d'Emma était calme, posée, sans orgueil. « J'ai regardé les infos sur toi toute la matinée. L'histoire ne tient pas debout. Trop de choses sont arrivées trop vite. Comme si quelqu'un avait écrit un scénario sans vérifier s'il était possible. » Alexandre sentit quelque chose bouger en lui, un mélange de choc, d'admiration et d'espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des jours. La première étincelle d'espoir depuis le début de ce cauchemar. Emma réfléchit, son visage d'enfant soudain sérieux. « Ils disent que tu as fait du délit d'initié avec Stellartech en utilisant des informations de discussion de fusion. Mais Stellartech a publié ses résultats 2 jours avant votre réunion. C'était public. Tu n'avais pas besoin d'infos internes. N'importe qui aurait pu faire ces trades. » Alexandre sortit son téléphone et vérifia, elle avait raison. La chronologie ne tenait pas. L'information supposée volée était déjà publique au moment des opérations. Un détail que son avocat aurait dû remarquer, mais que personne n'avait vu dans le chaos et l'abandon général. Alexandre sentit l'espoir lui remonter la poitrine. Emma, prudente, ajouta que quelqu'un avait dû falsifier les dates pour rendre les preuves crédibles. Il observa cet enfant remarquable, vêtements sales, mal nourri, serrant son ours comme une bouée, et comprit qu'elle voyait des connexions qu'il avait manquées. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. « Emma Morel, 7 ans. J'habite avec mon papa, mais il n'est pas bien en ce moment. »« Je suis Alexandre Delcourt. Je sais, tu es le milliardaire dont tout le monde parle, » dit-elle. Puis, sans ménagement, elle répéta ce que son père lui avait appris. Les gens pensaient qu'il avait volé l'argent. Les mots blessèrent, mais il ne pouvait en vouloir à personne de croire les infos. « Je n'ai rien volé, » répondit-il. « Quelqu'un très malin a manipulé les systèmes et planté des preuves. Mon ex-femme Véronique Adelaide. » Emma confirma qu'elle travaillait avec de mauvaises personnes et après un moment de réflexion, proposa une contrepartie qui changea tout. Elle pouvait l'aider si Alexandre réparait d'abord Monsieur Ours, le vieux nounours que sa mère lui avait laissé et que son père ne savait plus réparer à cause de ses mains qui tremblaient. L'absurdité de la demande le fit sourire malgré lui, le salut proposé en échange d'un travail de couture. Et pourtant, quelque chose dans les yeux d'Emma lui dit que c'était sérieux. Il accepta et serra sa petite main. Elle saisit immédiatement l'essentiel. L'argent n'a pas disparu. Une somme pareille laisse des traces. Il faut suivre le schéma. Mais pour ça, il nous faut un ordinateur avec accès au réseau bancaire. Il proteste. « Je suis sous enquête. Je ne peux pas entrer dans une banque. » Elle coupe court. « Pas une banque, une bibliothèque. Elles ont des ordinateurs. Et j'ai une bibliothécaire sympa qui ne posera pas de questions. Tu veux vraiment récupérer ton argent ou tu vas continuer à trouver des excuses? » Alexandre resta sans voix, acculé par la détermination d'une fillette de 7 ans qui lui faisait la leçon sur la résolution de problèmes. Il céda. « Tu as raison. Allons à cette bibliothèque. » Mais il ajouta, « Grave,
Emma, tu dois comprendre une chose. Les gens derrière tout ça sont dangereux. S'ils découvrent que tu m'aides, ils pourraient te faire du mal. Emma leva les yeux vers lui avec une gravité d'adulte. J'ai déjà mal, dit-elle simplement. J'ai froid, j'ai faim, et mon papa est malade. On n'a nulle part où vivre. Parfois, ne rien faire est plus dangereux que d'agir. C'est ce que maman disait toujours. En marchant vers la bibliothèque, Alexandre ressentit une étrange sensation. Pour la première fois depuis l'effondrement de son monde, il ne se sentait plus complètement seul. Cette petite fille brillante venait de lui offrir quelque chose qu'aucune somme d'argent n'aurait pu acheter. L'espoir et plus encore, une alliée sincère qui n'avait rien à gagner sinon la réparation d'un ours en peluche. Ce qu'Alexandre ignorait, c'est qu'Emma avait déjà remarqué quelque chose d'important sur les transactions bancaires affichées sur l'écran géant. Un motif de numéro d'acheminement apparaissant 3 fois dans des contextes différents, suggérant un lien caché entre des comptes censés être distincts. Elle n'en avait rien dit, voulant d'abord vérifier sa théorie. Et ce qu'Emma ignorait, c'est que les partenaires de Véronique savaient déjà qu'Alexandre avait échappé à la perquisition et qu'il fouillait méthodiquement tous les endroits où il pourrait aller, toutes les personnes qu'il pourrait contacter. L'horloge tournait plus vite qu'il ne le pensait. La bibliothèque publique de Paris, rue Buffon, était presque vide lorsqu'Emma y fit entrer Alexandre à 9 heures. Madame Chen, la bibliothécaire, leva les yeux de son bureau, ses traits se figeant lorsqu'elle reconnut son visage. Celui qu'on voyait en boucle aux infos depuis 24 heures. Avant qu'elle ne réagisse, Emma se précipita avec un grand sourire. « Bonjour, Madame Chen. On a juste besoin d'utiliser les ordinateurs un moment, d'accord ?» Le visage de la bibliothécaire s'adoucit aussitôt en voyant la fillette qu'elle connaissait depuis des mois. « Bien sûr, ma chérie. Tu sais où ils sont. » Ils s'installèrent à un poste dans le fond de la salle. Les doigts d'Emma volaient sur le clavier avec une aisance étonnante, naviguant dans des bases de données financières et des portails bancaires qu'Alexandre ignorait accessibles au public. « Raconte-moi ce dont tu te souviens sur les numéros de compte, » dit-elle d'un ton concentré, presque professionnel. Alexandre récita les codes et numéros qu'il connaissait par cœur après des années à gérer sa fortune. Emma tapa rapidement, comparant les enregistrements de transactions à travers plusieurs bases, avant de pointer l'écran. « Regarde, ton argent a été transféré vers une société appelée Meridian Strategic Holdings, enregistrée au Luxembourg. Mais regarde bien, le numéro d'acheminement est presque identique à celui de ton fonds de retraite pour les employés. Seulement 2 chiffres différents. » Alexandre se pencha vers l'écran, oubliant un instant sa fatigue. Elle avait raison, ce genre de similitude ne pouvait pas être un hasard. « Ils ont voulu faire croire que je volais dans la caisse de retraite de mes propres employés, » murmura-t-il. « Exactement, » confirma Emma. « Mais ils ont fait une erreur. Les vrais transferts de fonds de pension nécessitent 3 signatures de membres du conseil. Là, il n'y en a qu'une. C'est donc un faux. » Alexandre sentit, pour la première fois depuis des jours, une vraie lueur d'espoir. En moins de 10 minutes, cet enfant venait de repérer une faille majeure dans le plan de Véronique. Une faille que ni ses avocats, ni les enquêteurs n'avaient vue. Avant qu'il n'ait le temps de dire quoi que ce soit, le corps d'Emma se raidit. Elle lui saisit le bras. « Ces hommes, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Ceux en costume noir, près de l'entrée. Ils travaillent pour Monsieur Zhang. » Alexandre se tourna discrètement. 2 hommes en costume parcouraient la salle du regard, leurs gestes précis et menaçants. L'un d'eux montra quelque chose à Madame Chen, sûrement une photo d'Alexandre. « Il faut partir tout de suite, » dit Emma d'une voix urgente, fermant déjà les fenêtres du navigateur. « Il y a une sortie à l'arrière, par la zone du personnel. Suis-moi et ne te retourne pas. » Ils se déplacèrent vite, mais sans courir,
pour ne pas attirer l'attention. Emma connaissait les lieux par cœur. Elle les mena à travers les rayons, ouvrit une porte réservée au personnel et s'engagea dans un couloir étroit. Derrière eux, on entendait des voix s'élever. Madame Chen discutait vivement avec les hommes, leur faisant gagner de précieuses secondes. Ils débouchèrent dans une ruelle derrière la bibliothèque. La pluie commençait à tomber, froide et fine. Emma tourna aussitôt à gauche, s'engageant dans un dédale de ruelles et de passages, tandis qu'Alexandre peinait à la suivre, ses chaussures de luxe glissant sur le pavé humide. Après plusieurs rues parcourues dans le dédale urbain, Emma l'entraîna dans un ancien quai de chargement abandonné. Ils se plaquèrent contre le mur, reprenant leur souffle pendant que la pluie battante tombait à l'extérieur de leur abri. « Comment ils nous ont retrouvés si vite ?» haleta Alexandre. « Ton téléphone, probablement, ou la reconnaissance faciale des caméras de rue. »« Peut-être les deux, » répondit Emma en le fixant de ses yeux étonnamment perceptifs, puis elle ajouta « Et il te faut d'autres vêtements. On dirait un riche qui essaye de se faire passer pour un pauvre. Ça te fait ressortir. » Alexandre baissa les yeux sur son costume froissé et taché. Elle avait raison. Même débraillé, il semblait déplacé ici. « Je n'ai pas d'argent pour des habits, » admit-il, la voix amère. Emma réfléchit un instant, puis conclut. « Viens avec moi, mais tu dois me faire confiance et ne pas poser trop de questions, d'accord ?» Il hocha la tête. À ce stade, faire confiance à une fillette de 7 ans paraissait la chose la plus rationnelle qu'il ait faite depuis des jours. Ils quittèrent le quai et Emma le guida plus profondément dans les quartiers défavorisés. Les immeubles étaient décrépits, couverts de tags, mais elle se mouvait avec assurance, saluant quelques habitants. Après 21 minutes, elle s'arrêta devant un bâtiment apparemment à l'abandon. À l'intérieur, pourtant, résonnèrent des bruits de vie. Enfants, disputes, odeurs de cuisine mêlées à l'humidité. C'était le refuge des invisibles, ceux que la société avait oubliés. Emma monta jusqu'au 3e étage et frappa à la porte 3C d'un code précis. 2 coups rapides, un lent, 2 rapides. La porte s'entr'ouvrit sur un adolescent aux yeux vifs et à l'attitude méfiante. David, qui, en voyant Alexandre, s'exclama que c'était une folie d'amener ici un homme aussi connu. Emma le força à écouter 1 minute. Elle avait vu des relevés et les preuves contre Alexandre étaient des truqués, liés au réseau de M. Zhang. David, d'abord sceptique, finit par céder. Il fit entrer Alexandre dans un appartement petit, mais rempli d'équipements informatiques. Écran, câbles, système bricolé à partir de pièces récupérées. Un repère de hacker. David se présenta bluntement. « Je pirate pour de l'argent. C'est illégal, et j'en suis pas fier, mais ça me permet de survivre. » Puis il exigea la vérité. S'il risquait la prison pour aider, il devait tout savoir. Alexandre expliqua la trahison de Véronique Cheng, la disparition de 6,3 milliards, l'enquête fédérale et la conspiration destinée non seulement à voler son argent, mais à le détruire. David se mit immédiatement au travail, pianotant sur ses claviers, affichant articles, rapports financiers et bases gouvernementales. « Véronique Cheng, murmura-t-il, j'ai entendu ce nom. Elle manœuvre dans la tech, intelligente, impitoyable et très bien connectée. » Il étudia les données qu'Emma avait repérées et confirma que ce montage était professionnel. Numéro d'acheminement presque identique, signature numérique douteuse et une chronologie fabriquée. En moins de temps qu'il n'en fallait pour le dire, cette équipe improbable, un milliardaire en fuite, une fillette des rues et un hacker génial avait trouvé la première faille du plan. Il fit apparaître plusieurs écrans de code et de données. « Donnez-moi 1 minute, je veux vérifier quelque chose. » Pendant quelques minutes tendues, on n'entendit plus que le cliquetis des claviers et les bruits lointains de l'immeuble. Puis David siffla doucement. Emma avait raison. Quelqu'un avait injecté un logiciel malveillant, avancé dans les serveurs de Delcourt Capital il y a environ 3 mois.
La signature de l'attaque était incroyablement sophistiquée, probablement du niveau d'un État. Alexandre sentit un froid glacial parcourir ses veines. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il. « Ça veut dire, » répondit David, en tournant son écran vers lui, pour lui montrer des affichages complexes, qu'on n'a pas affaire à du simple espionnage industriel ou à une ex-femme vindicative. On a les empreintes d'une opération d'intelligence professionnelle. Le malware restait dormant dans vos systèmes, collectait des informations, cartographiait vos protocoles de sécurité et attendait le bon moment pour s'activer. Et au moment de l'activation, il a déplacé l'argent et planté de fausses preuves simultanément. Ce n'est pas de l'amateurisme, Monsieur Delcourt. Emma, postée à la fenêtre pour assurer la surveillance, demanda ensuite « Peux-tu accéder au log de connexion des comptes bancaires d'Alexandre? Si Véronique a déplacé l'argent, il devrait y avoir des traces de quand et comment elle a accédé au compte. » « Peut-être, » répondit David lentement. « Mais ça prendra du temps et un accès spécialisé, et si je me fais prendre en tentant ça, je risque de la prison fédérale. » Il regarda Alexandre droit dans les yeux. « Alors ma question est simple, qu'est-ce que j'y gagne? Pourquoi risquerais-je tout pour aider un milliardaire qui n'aurait probablement pas remarqué qu'un type comme moi existait il y a une semaine? » Alexandre baissa les yeux, conscient de la justesse et de la brutalité de la question. « Tu as raison, » dit-il enfin. « Il y a une semaine, je ne t'aurais pas remarqué. J'étais trop occupé à bâtir mon empire, aveuglé par les profits pour voir les talents gaspillés par la pauvreté. Je ne peux pas effacer cette cécité, mais je peux te promettre ceci. Si tu m'aides à récupérer ce qui a été volé, j'assurerai que tu récupères ta bourse pour le MIT, frais de scolarité, logement, tout ce dont tu as besoin. Et je financerai un programme pour aider d'autres jeunes comme toi et Emma. » David le jaugea longuement, évaluant sa sincérité. Enfin, il hocha la tête, mais posa une condition. « Si tu trahis cette promesse, je ferai en sorte que tous les collectifs de hackers, toutes les revues tech et toutes les plateformes sociales sachent exactement quel genre de personne tu es. Ta réputation ne s'en relèvera jamais. » « Marché conclu, » répondit Alexandre. David se replongea dans ses écrans. Ça va prendre plusieurs heures et c'est risqué. Emma, reste à la fenêtre. Monsieur Delcourt, vous allez tout me dire sur l'architecture de sécurité de Delcourt Capital, vos protocoles bancaires et tout détail technique qui pourrait m'aider à accéder à ces logs, sans déclencher d'alarme. À mesure qu'Alexandre commença à lui expliquer spécifications techniques et mesures de sécurité, Emma se raidit soudain à la fenêtre. « David, » souffla-t-elle avec urgence. « On a de la visite. Un SUV noir vient de se garer en face. 2 hommes en descendent et regardent l'immeuble. Les doigts de David ne cessèrent pourtant pas de taper. « Combien de temps ?» demanda-t-il. « 5 minutes peut-être avant qu'ils commencent à fouiller les appartements de cet étage. Il me faut au moins 10 minutes pour contourner les systèmes et lancer le téléchargement. » Alexandre se leva aussitôt. « Alors Emma et moi les détournerons d'ici. On te donnera le temps nécessaire. » Alexandre et Emma quittèrent l'appartement de David par une fenêtre arrière, menant à une échelle de secours rouillée. Le métal, glissant de pluie, grinça sous leur poids. Emma monta la première avec une aisance qui montrait qu'elle avait déjà emprunté ce chemin. Alexandre la suivit prudemment, ses chaussures en cuir n'ayant presque aucune traction sur le métal mouillé. Plutôt que de descendre, ils grimpèrent vers les toits, Emma chuchotant qu'il ne fallait surtout pas aller au niveau de la rue où les hommes de Young les attendraient. Et ils sautèrent ensuite par-dessus un vide de près d'1 mètre pour atteindre l'immeuble voisin. Le cœur d'Alexandre battit si fort qu'il crut perdre l'équilibre à l'atterrissage. Emma, d'un geste sûr, le retint par le bras et le stabilisa avec une force surprenante. Ils traversèrent encore 3 toits de la même façon, Emma les guidant sur un chemin qu'elle connaissait visiblement très bien. Derrière eux, Alexandre entendit des cris provenant de l'immeuble de David. Les hommes avaient découvert leur fuite.
Finalement, Emma le mena jusqu'à une autre échelle de secours qui descendait dans une ruelle à plusieurs pâtés de maisons de là. Au niveau de la rue, Alexandre haletait, son corps poussé bien au-delà des limites de sa vie d'homme d'affaires sédentaire. Tandis qu'Emma, malgré la malnutrition et son asthme chronique, semblait moins essoufflée. La survie l'avait rendue plus forte que n'importe quel enfant de 7 ans ne devrait l'être. « Il te faut d'autres vêtements, tout de suite », dit-elle en observant d'un air critique son costume ruiné. « Attends ici, je reviens. » Avant qu'Alexandre ait pu protester, elle s'élança dans une petite boutique de seconde main, à peine plus grande qu'un appartement transformé en commerce. 5 minutes plus tard, elle ressortit avec un jean usé, un sweat gris et une casquette de baseball. « Comment tu as payé ça ?» demanda Alexandre, sachant qu'elle n'avait pas un sou. Emma leva son ours en peluche et le cœur d'Alexandre se serra. L'ours semblait encore plus abîmé qu'avant. Elle l'avait donné. « J'ai dit à la dame que mon papa avait besoin de vêtements et j'ai proposé Monsieur Ours en échange. Elle voulait pas le prendre, mais j'ai insisté. Elle a dit que je pouvais revenir demain avec 10 € pour le récupérer. » Alexandre sentit quelque chose se briser en lui. Emma venait de sacrifier la seule chose qui comptait vraiment à ses yeux, le dernier lien tangible avec sa mère disparue, pour l'aider à échapper à ses ennemis. Ce geste de confiance et de sacrifice le toucha plus profondément que tous ses échecs professionnels réunis. « Emma, je ne peux pas, » commença-t-il. Mais elle le coupa net. « Mets ses vêtements tout de suite. On n'a pas le temps de discuter. Chaque seconde qu'on perd, ces hommes se rapprochent. » Alexandre se changea rapidement dans la ruelle, abandonnant son costume de luxe dans une benne à ordures. La transformation fut saisissante. En jeans élimés, sweat fané et casquette rabattue, il ressemblait à n'importe quel Parisien en difficulté, un visage anonyme parmi la foule invisible des oubliés. Emma hocha la tête, satisfaite. « Beaucoup mieux. Maintenant, tu te fondras dans la masse. » Ils prirent le métro grâce aux astuces d'Emma, qui savait quelle barrière était-elle cassée et permettait de passer sans payer. Alexandre se sentit comme un criminel, mais Emma haussa les épaules. « Quand t'as pas d'argent, tu apprends d'autres règles pour survivre. Les règles officielles, elles parlent du principe que t'as des moyens. » Le wagon était bondé de travailleurs matinaux. Alexandre garda la tête baissée, conscient que son visage avait fait le tour des journaux. Mais dans la foule absorbée par les écrans et les soucis quotidiens, il se découvrit invisible. Ce sentiment d'anonymat était à la fois terrifiant et étrangement libérateur. Emma, assise à côté de lui, balançait ses jambes trop courtes pour toucher le sol. Ses mains étaient vides sans Monsieur Ours, et Alexandre remarqua que ses yeux rougis ne laissaient pourtant couler aucune larme. « Je te le promets, Emma, » murmura-t-il, en se penchant pour que seule elle l'entende, malgré le vacarme du train. « Je récupérerai ton ours, et je le réparerai, comme promis. »« Je sais que tu le feras, » répondit-elle doucement, mais sa voix portait une tristesse qui la faisait paraître bien plus âgée. Malgré toute son intelligence et sa maturité inattendue, elle restait une enfant qui venait de renoncer à son bien le plus précieux pour aider un étranger. Le train s'ébranla, les emmenant vers la gare de Lyon, où il devait retrouver David. Le téléphone prépayé d'Alexandre pesait dans sa poche comme un mouchard. Il se maudit de l'avoir gardé par réflexe sentimental. Dès leur arrivée, il le détruirait. « Pourquoi tu m'aides vraiment, Emma ?» demanda-t-il soudain. « La vraie raison, ce n'est pas juste pour réparer ton ours. Tu aurais pu demander ça à n'importe qui. Pourquoi risquer autant pour quelqu'un que tu ne connais pas ?» Emma resta silencieuse un long moment, les yeux perdus dans les lumières du tunnel. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine audible dans le grondement du métro. « Mon papa était fort avant, heureux. Il nous protégeait, maman et moi. Il nous faisait nous sentir en sécurité. Puis maman est tombée malade et tout s'est effondré. Les factures, les dettes, les usuriers,
Je l'ai vu se briser en petits morceaux, un peu plus chaque jour, et je n'ai rien pu faire. Elle leva vers Alexandre ses yeux trop vieux pour son visage d'enfant. Toi aussi, tu es brisé, mais pas de la même façon. Et cette fois, je peux aider. Peut-être que si j'arrive à te sauver toi, j'apprendrai comment le sauver lui. Sa logique était déchirante. Une enfant persuadée que résoudre la crise d'un étranger pourrait lui donner la clé pour sauver son propre père de la dépression et de l'addiction. Et Alexandre le comprenait parfaitement. Parfois, on s'exerce à sauver quelqu'un d'autre, parce que sauver la personne qu'on aime paraît impossible, trop douloureux à affronter directement. Le grand hall de la gare était aussi splendide que dans son souvenir. Plafond peint, lumière dorée, filtrant par les hautes fenêtres, une foule qui coulait comme du sang dans des artères. Et ils prirent place près du guichet d'information pour attendre David. L'adolescent arriva à 11h52, légèrement essoufflé, le visage marqué de contusion, boitant, un sac d'ordinateur à la main, tandis qu'Emma accourait pour l'interroger sur ses blessures. David, qui avait dû lutter pour s'en sortir, s'assit en grimaçant, mais annonça tout de suite la bonne nouvelle. Il avait récupéré les données, tout, disait-il, et ce qu'il avait trouvé risquait de les stupéfier. Ils se déplacèrent alors vers la galerie des murmures, un coin idéal pour une conversation secrète en public grâce à une curieuse acoustique architecturale. À voix basse, portée miraculeusement à l'oreille d'Alexandre, David raconta l'inimaginable. Véronique n'avait pas seulement siphonné de l'argent. Elle avait monté une opération d'espionnage ciblant sa société. Et il avait des preuves qu'elle travaillait avec des services de renseignement chinois depuis au moins 5 ans, probablement avant même leur mariage. Ces révélations frappèrent Alexandre comme des coups. Toute sa vie conjugale, 12 ans d'intimité et de confiance, s'avérait avoir été construit sur une manipulation planifiée. Véronique était un agent, et lui, la cible qu'on lui avait assignée. David continua. Les fichiers qu'il avait téléchargés montraient transactions falsifiées, preuves plantées et coordination avec l'organisation de Yang pour l'intimidation. Mais surtout, Véronique avait commis une erreur importante. Elle avait consigné en détail chaque étape de l'opération. Crime, intervenant, transfert d'argent, leviers utilisés, vraisemblablement comme assurance contre une trahison de ses commanditaires. Et David savait exactement où ses archives se trouvaient, dans un coffre numérique sécurisé géré par le cabinet Grayson & Associés à Midtown, spécialisé dans l'archivage ultra sécurisé pour personnes fortunées. Véronique possédait un coffre sous une société écran, et s'ils y accédaient, ils auraient les preuves nécessaires pour prouver l'innocence d'Alexandre et démasquer tout le réseau. Comment y accéder? David expliqua que le piratage à distance déclencherait des mécanismes de destruction automatique des données. La seule option plausible était une approche physique. Il avait consulté les plans du bâtiment et les spécifications du système de sécurité. Le plan des étages était resté identique, et le système biométrique, bien que mis à jour, conservait les anciennes empreintes. Et les empreintes digitales et scans rétiniens d'Alexandre figuraient toujours dans la base comme accès autorisé aux étages exécutifs. L'esprit analytique d'Alexandre se mit à tourner malgré le tumulte émotionnel. Tu proposes qu'on cambriolage un cabinet d'avocats pour voler des preuves. Je propose que vous utilisiez vos identifiants biométriques, encore valides, pour entrer dans un immeuble où vous figurez toujours dans la base comme personne autorisée. Ce n'est pas exactement un cambriolage si le système de sécurité vous reconnaît comme légitime. C'est jouer sur les mots, et vous le savez. Si on se fait prendre, je perds toute crédibilité devant la justice. J'irai en prison, quoi qu'il arrive, preuve ou pas. Ou, compta David. Si on n'obtient pas ces fichiers, la conspiration de Véronique réussit complètement. Vous finirez en prison pour la vie pendant qu'elle continue d'opérer et de compromettre des entreprises technologiques pour des services étrangers.
La voix d'Emma coupa leur débat à voix basse. « Alexandre, il faut que tu vois ça maintenant. » Elle pointa l'un des grands écrans près du tableau des départs. Un bandeau d'infos urgentes défilait. Breaking. Alexandre Delcourt, visé par une inculpation fédérale. 40 chefs, dont trahison et espionnage. La photo d'Alexandre remplissait l'écran. Son portrait d'entreprise semblait venir d'une autre vie. Et un présentateur expliquait d'un ton grave l'acte d'accusation scellé, l'accusant d'avoir vendu des technologies de défense classifiées à des puissances étrangères. La séquence montra ensuite Véronique, debout à un pupitre, entourée d'agents fédéraux et de procureurs, l'air grave et professionnel. Parfaitement mise en scène en épouse patriote ayant aidé à démasquer la trahison de son mari. « Je n'ai jamais soupçonné l'étendue de la trahison d'Alexandre envers notre pays, » déclara-t-elle, la voix juste assez tremblante pour sembler vraie. Alexandre regarda son monde s'effondrer en direct à la télévision. C'était le coup maître de Véronique. En l'accusant des mêmes crimes qu'elle avait commis, elle avait créé la couverture parfaite. Toute enquête sur l'espionnage tomberait sur la piste numérique qu'elle avait laissée, et tout le monde croirait qu'Alexandre était le traître. « C'est une génie, » murmura David, sombre. « Une génie maléfique, mais brillante. » En te piégeant pour ses propres crimes, elle s'est immunisée contre toute enquête. La petite main d'Emma se glissa dans celle d'Alexandre, sa pression chaude et solide l'ancrant à la réalité, quand tout le reste semblait tourner au cauchemar. « Il faut qu'on récupère ces fichiers ce soir, » dit-elle fermement. « C'est la seule façon. » Alexandre regarda cette fille de 7 ans, qui avait déjà risqué tant pour l'aider, puis David, l'adolescent brillant qui avait rejoint leur cause improbable malgré tout. Ces deux enfants des rues, oubliés de la société, étaient ses seuls alliés contre une conspiration immense, soutenue par des services étrangers. Les chances étaient astronomiques et les risques catastrophiques. Ils avaient moins de 14 heures pour mener un casse qui pouvait tout aussi bien les conduire en prison ou au cimetière. Quelle option lui restait-il? Se rendre et accepter une vie de prison pour des crimes qu'il n'avait pas commis, tandis que le réseau de Véronique poursuivait son œuvre, ou tenter le tout pour le tout. « D'accord, » dit Alexandre, calmement mais avec fermeté. « On le fait ce soir, David. Quel est le plan? » David exposa la tactique. La sécurité du cabinet était sophistiquée, mais prévisible. 2 gardes à l'entrée principale, un garde en patrouille par étage, un système complet de caméras avec des angles morts et des routines fixes. Il y avait une fenêtre de 23 minutes chaque nuit vers 1h00, quand la rotation des gardes créait une opportunité. Entrez par le quai de livraison. Utilisez vos données biométriques pour l'ascenseur de service. Montez au 18e étage où se trouve le coffre documentaire. Branchez ma clé USB pour lancer l'extraction des fichiers de Véronique et sortir avant la prochaine rotation. Combien de temps pour le téléchargement? Environ 8 minutes pour que le programme copie tout. Cela nous laisse 12 minutes en tout pour l'entrée et la sortie. C'est serré, mais faisable si tout se passe comme prévu, et si rien ne déraille. L'expression de David se fit grave. Si quelque chose tourne mal, vous courez. N'essayez pas de vous battre. Ne vous arrêtez pas pour expliquer. Courez aussi vite que possible et éloignez-vous. Emma intervint aussitôt. « J'y vais avec vous. » « Absolument pas, » répliqua Alexandre immédiatement. « C'est trop dangereux. Si on se fait prendre, si tu te fais prendre, tu auras besoin de quelqu'un qui pense vite et repère des schémas que tu pourrais manquer sous la pression. » La voix d'Emma resta calme, mais inflexible. « Tu as dit qu'on était une équipe. Les équipes n'abandonnent pas leurs membres quand ça devient dur ou dangereux. » David hocha lentement la tête. « Elle a raison, Alexandre. Et honnêtement, qu'un gamin t'accompagne aide la couverture. Un homme seul qui se faufile ressemble à un cambrioleur. Un homme avec sa fille ressemble à un parent perdu dans l'immeuble.
C'est une meilleure camouflage. Alexandre voulut protester pour protéger Emma, mais il dut reconnaître qu'ils avaient raison. L'esprit brillant d'Emma l'avait déjà sauvée plusieurs fois, et l'idée du déguisement fonctionnait. « Très bien », accepta-t-il à contre-cœur, « mais tu restes à portée de main à chaque seconde. Et si je te dis de courir, tu cours tout de suite, sans discussion. Marcher, marcher, acquiesça solennellement Emma. Ils passèrent ensuite plusieurs heures à se préparer. David trouva des vêtements sombres pour Alexandre et Emma, imprima des plans détaillés du bâtiment, clona un badge d'accès et établit un calendrier minute par minute des rondes des gardes d'après des images de sécurité piratées. À 19 heures, le père d'Emma, Thomas, apparut à l'entrepôt abandonné où ils avaient préparé l'opération. Il avait l'air épouvantable, tremblant, pâle, le regard fou de peur. En voyant Emma, il se précipita et la serra contre lui, désespéré. « Emma, ma chérie, Dieu merci, tu es saine et sauve. Je t'ai cherché partout. » Sa voix était brisée. Il raconta que des hommes dangereux fouillaient le quartier, offraient de l'argent pour des informations sur elle, et voulut partir immédiatement. « Papa, je ne peux pas partir. J'aide quelqu'un pour quelque chose d'important. » Les yeux de Thomas tombèrent sur Alexandre. La reconnaissance et la panique traversèrent son visage. « C'est avec lui, l'homme des infos. Tu t'es mise dans quoi? Tu te rends compte du danger? » Il attrapa le bras d'Emma pour la tirer vers la sortie. « J'ai déjà perdu ta mère. Je ne te perdrai pas aussi. On part tout de suite. » Emma se dégagea, la voix brisée. « Papa, s'il te plaît, pour une fois, sois fort. Fais-moi confiance. » Thomas s'effondra à genoux, en larmes, répétant que sa priorité était de la protéger. Emma s'agenouilla à côté de lui pour le tenir. Les rôles étaient inversés. L'enfant consolait le parent brisé. « Maman voudrait que tu fasses ce qui est juste, même quand c'est effrayant, » dit-elle. Après de longues minutes, Thomas leva les yeux vers Alexandre, hanté. « Si quelque chose lui arrive, quoi que ce soit, je passerai le reste de ma vie à te traquer. »« Tu m'entends? »« Je comprends, » répondit calmement Alexandre. « Et si quelque chose arrive à Emma à cause de moi, je mériterai ce qui m'arrivera. Mais je te donne ma parole, je la protégerai de ma vie. » Thomas scruta son visage, cherchant la sincérité. Puis, lentement, relâcha le bras d'Emma. « Fais attention, ma fille. Sois prudente. » À exactement 00h45, Alexandre et Emma approchèrent du cabinet d'avocats à Midtown. Les rues étaient calmes, la plupart des commerces fermés, seuls passaient quelques taxis et rares piétons nocturnes. David était posté à un pâté de maison, l'ordinateur prêt à boucler les flux de caméras et surveiller les systèmes de sécurité à distance. La main d'Alexandre trembla légèrement lorsqu'il posa la paume sur le lecteur biométrique du quai de livraison. Pendant 5 secondes angoissantes, rien ne se produisit. Le voyant resta rouge, le système traitant des données vieilles de 20 ans. Puis un bip doux et le voyant vira au vert. La serrure se déverrouilla d'un lourd déclic. « Je n'arrive pas à croire que ça ait marché, » souffla Alexandre. « Je vous l'avais dit, les organisations ne suppriment jamais les anciennes données. » La voix de David grésilla dans l'écouteur sans fil qu'Alexandre portait. « Bougez-vous vite, vous avez 12 minutes à partir d'à présent. » Ils s'engouffrèrent à l'intérieur et traversèrent le couloir de service faiblement éclairé. Les souvenirs d'Alexandre, remontant à 20 ans, lui semblaient dits flous et irréels. Mais les yeux perçants d'Emma repérèrent immédiatement l'ascenseur de service. Nouveau scan biométrique, nouvelle attente tendue, puis le voyant vira au vert. L'ascenseur monta jusqu'au 18e étage dans une sensation d'éternité. Alexandre regardait défiler les niveaux, chacun les rapprochant d'un danger potentiel. Emma resta immobile à côté de lui, serrant M. Ours contre sa poitrine. Elle l'avait récupéré plus tôt,
grâce aux 10 euros que David lui avait donnés. Et son visage restait étonnamment calme, malgré le risque énorme. Les portes s'ouvrirent sur un couloir sombre. Le scan rétinien d'Alexandre leur permit de franchir 2 portes de sécurité supplémentaires avant d'atteindre la salle du coffre documentaire. Une vaste pièce garnie de baies de serveurs, d'armoires de classement et de terminaux informatiques. Nord-Est, Terminal 3, guida la voix de David. Bougez vite, mais ne courez pas. Courir déclenche les détecteurs de mouvement. Alexandre trouva le poste indiqué et inséra la clé USB préparée par David. Le programme d'extraction se lança automatiquement et une barre de progression apparut. Durée estimée, 8 minutes 17. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre et prier que rien n'allât de travers. Pendant 3 minutes, on n'entendit que le ronronnement des serveurs et le battement furieux du cœur d'Alexandre. Puis la main d'Emma se crispa sur son bras. « Quelqu'un arrive », murmura-t-elle. « J'entends des pas dans le couloir. » La voix de David grésilla, inquiète. « C'est impossible, le garde n'est pas prévu avant 9 minutes. Il y a un problème dans la rotation. »« J'entends bien des pas », insista Emma d'une voix basse. « Il se rapproche. » Alexandre regarda la progression du téléchargement. 6 minutes 30 restantes. Il était impossible d'annuler maintenant, pas alors qu'ils étaient aussi proches. S'ils étaient découverts, tout serait perdu. L'épreuve, leur liberté, peut-être même leur vie, si les hommes de Véronique les trouvaient avant les autorités. Les yeux d'Emma parcoururent la salle, son esprit brillant, examinant des options plus vite qu'Alexandre ne pouvait penser. « Cache-toi derrière cette baie de serveur, » chuchota-t-elle. « Je m'en occupe. »« Ah, non !» répondit Emma sans hésiter, déjà en train de se positionner près de la porte avec M. Ours, adoptant l'air confus et effrayé d'une enfant perdue. Alexandre n'eut d'autre choix que de se cacher et de lui faire confiance. La porte s'ouvrit et un agent de sécurité entra, le faisceau de sa lampe balayant la salle. Il eut un mouvement de recul en voyant Emma toute seule. « Qu'est-ce qu'un gamin fait ici ?» balbutiait-il, plus surpris qu'hostile. La lèvre inférieure d'Emma trembla de manière convaincante. « Je suis tellement désolée, monsieur. Je me suis perdue. Mon papa travaille quelque part dans cet immeuble et j'essayais de le trouver, mais tous les couloirs se ressemblent et je me suis vraiment embrouillée. » Elle commença à pleurer, la performance d'un réalisme total. L'expression du garde s'adoucit aussitôt. Il se baissa pour se mettre à sa hauteur. « Hé, tout va bien. Ne pleure pas, ma petite. On va arranger ça. Comment s'appelle ton papa? » Je ne me souviens plus du nom de la boîte, mais il a dit qu'il serait à un des étages supérieurs. Les larmes d'Emma coulaient librement. « S'il vous plaît, ne soyez pas fâchés contre moi. J'essaie très fort d'être une grande fille et de ne pas déranger. » Le garde sortit sa radio, visiblement prêt à appeler la direction. Si jamais il le faisait, leur opération était terminée. Emma adapta sa stratégie sur le vif. « S'il vous plaît, ne téléphonez à personne. Mon papa m'a dit de rester dans la voiture, mais j'ai eu peur toute seule et je suis venue le chercher. Il va être tellement fâché. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous juste m'indiquer la sortie vers le hall? Je promets de le retrouver là-bas. » Le garde hésita, partagé entre le respect du protocole et la compassion face à une enfant effrayée.